Quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser au Japon. Et je me suis dit que si je faisais un art martial, c'est quelque chose qui est dans le cœur de la culture japonaise. Ce serait une façon de comprendre, peut-être de s'imprégner de la culture ou s'approprier la culture japonaise dans un premier temps. Donc j'avais fait du judo quand j'étais petite, mais t'as pas des très bons souvenirs des compétitions. Donc j'ai pas envie de faire de la compétition de toute façon. Le karaté, j'ai pas envie de prendre des coups, ni d'en donner spécialement en plus. Et je me suis intéressée sur le kyudo. C'est mon papa qui m'a dit tu vas t'ennuyer, hein. Il m'a emmené à Décathlon voir un forum des associations et j'ai pu voir une démonstration d'aïkido d'un club de la banlieue de Lille. Et là j'ai fait ah ouais, ah, c'était juste superbe quoi. Qu'est-ce que j'étais contente. Je suis partie au dojo, mais j'avais la boule au ventre, tu vois. Je vais commencer quelque chose. J'avais ce souvenir, ces images que j'avais vues de la démonstration. Et j'étais impatiente de voir ce que c'était que de pratiquer ça. Alors, il faut passer par les chutes et tout ça, mais même au premier Keiko, ils ont fait chuter peut-être une chute arrière. Je me souviens qu'on avait fait Shironage. Donc, on avait fait les chutes. Et c'était bien expliqué sur Ayami, tu ouvres et tu ressens dans ton corps qu'effectivement ça permet un passage pour le tori. Et, mais vraiment, je suis tombée amoureuse de l'aïkido, c'était phénoménal. Mais j'ai failli l'arrêter à cause de mon travail. Je travaillais près de Lille et j'ai été mutée dans la région de Berck-sur-Mer. Et là-bas, il n'y avait plus de club d'aïkido. Donc j'étais vraiment à la limite d'arrêter de faire l'aïkido. Et ce qui m'a sauvé, c'est que cette période charnière, c'est le moment où Bruno Zanotti est rentré en France. Et mon père, il me dit un jour dans le journal, j'ai vu un article, il y a un ch'ti qui a passé beaucoup de temps au Japon, qui rentre en France et qui va enseigner. Tu devrais y aller. Donc j'ai même pas eu besoin de retourner sur l'île puisque Bruno Zanotti enseigne sur le dojo de Wascal. J'ai même pas eu besoin de retourner sur l'île parce que en été, Bruno est venu faire un stage d'été à Berck-sur-Mer, là où je travaillais. Et quand j'ai vu Bruno, ce qu'il montrait, ce qu'il faisait, ah non, j'ai fait ça, je peux pas arrêter. Donc c'est voilà, j'ai continué. Je suis partie pour la première fois au Japon en 99. Je suis venue 3 semaines, uniquement à Tokyo. Je faisais des keiko tous les jours. Et au bout de 3 semaines, juste la veille, je fais ma valise pour rentrer en France et je me mets à pleurer. Je veux pas partir, je veux rester ici. euh, Il faut bien avouer que l'aïkido, il a fallu le mettre un petit peu entre parenthèses dans un premier temps parce que le Japon, ça coûte cher, hein. Si tu ne travailles pas, tu restes pas. Donc, je travaillais beaucoup en restauration. Peu de temps pour pratiquer, pas de visa non plus, donc je faisais quelques allers-retours avec la France ou bien avec la Corée. Et puis j'avais rencontré mon mari. Lui ne m'empêchait pas de pratiquer, par contre, ça n'a jamais été le cas. Et par contre, il a vu que je travaillais, je faisais des heures, une journée de repos par semaine, des journées de 16 heures de travail, c'était long, quoi. Et je maigrissais, j'étais fatiguée, je faisais pas d'aïki. Il m'a dit lève le pied, quoi. Il m'a fait fais de l'aïki, puisque ça te plaît, et puis donne des cours de français. Okay. Et donc j'ai fait un visa pour l'aïkido pendant 1 an, où là j'ai fait que de l'aïkido. Ce qui a beaucoup changé, alors là c'est vraiment flagrant, c'est l'étiquette. Les gens, moi je dis qu'ils se permettent d'arriver en retard. Ils se permettent de mal se tenir. Ils se permettent de ne pas respecter un senpai. Ils se permettent finalement beaucoup de choses.
les sensei vont rarement aller voir la personne, il y en a 2-3 qui vont le faire, hein, mais ils vont rarement aller voir la personne pour lui dire ça c'est pas bien. En fait, c'est plutôt le rôle des senpai, qui ne va pas aller voir la personne si elle va, qui a fait la bêtise, mais qui va peut-être, en étant à côté, dire les choses comme elles doivent être. Tu vois, c'est très indirect. Pour moi, au Hombu, il y a 2 keiko qui sont vraiment différents l'un de l'autre. Il y a le Asa Keiko, donc c'est le keiko de 6h30. Asa, c'est matin. Et ce keiko est dirigé soit par Doshu, soit par Dojocho. Et là, c'est la grande messe. Donc, on fait les kihon. Les techniques sont toujours présentées dans le même ordre. On commence par Iliminage. Et bon, bien sûr, la technique de Dojocho, la technique de Doshu, évidemment, change un tout petit peu. Ça devient de plus en plus fin. Elle est polie, comme si on emploie le terme japonais, on polie les techniques. Mais ça, c'est un keiko qui ne bouge pas. C'est les kirons. Et après, tu as les autres keiko, c'est les keiko des sensei qui enseignent au dojo. Et là, bien sûr, il y a les kirons qui sont présents, mais ils te présentent les kirons par leur expérience, par leur réflexion, et tu sens leur cheminement. Par exemple, Miyamoto Sensei, que je suis depuis 18 ans, des fois je regarde des vidéos sur YouTube. Ah ouais, on faisait ça il y a 15 ans, et aujourd'hui ça c'était passé à autre chose en même temps que Sensei. Donc tu as les Sensei qui, eux, tu vois bien leur technique qui progresse. Alors tu peux être en droit d'espérer que la tienne, peut-être on n'est pas sur une parallèle égale, mais que tu les suis un petit peu. Ouais, il ne faut surtout pas avoir peur de venir au Japon. Le Hombu, les gens, on est bien accueillis, je pense. Il ne faut pas hésiter à venir. Il ne faut pas hésiter à venir seul parce qu'on sera... Oui, il ne faut pas avoir peur d'être seul, mais on n'est pas perdu en venant seul au Japon. Venir avec son sensei, pourquoi pas. Venir en petit groupe, oui, c'est bien aussi. Si on vient en groupe, faire attention à ne pas rester cloîtré dans son groupe, notamment au niveau des keiko. Tu vois souvent des groupes qui arrivent, ils sont 2 ou 3, puis ils font pendant 15 jours, ils font des keiko à 2, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est bien d'aller voir, d'essayer de pratiquer avec tout le monde. Ah, on peut être perdu quand on arrive au Japon. Dans le Japon, on est dans la culture du copier-coller. Alors, c'est facile à dire quand on y est depuis 20 ans, parce que ça, on l'a bien vu, on l'a bien intégré. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Bruno Zanotti qui m'a donné des conseils avant de partir, qui m'a dit fais pas ton petit kéké, t'es pas comme ça, tu rentres pas comme ça dans le dojo avec les épaules hautes. Non, on montre un peu d'humilité, on n'est pas chez soi. Et derrière, il fait regarde autour de toi ce que les gens font et tu fais pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va te donner à la fin du keiko un balai pour balayer. Quand tu vois qu'il y a 20 personnes qui courent près de la porte pour aller prendre un balai, c'est qu'il faut le faire, quoi. Il y a quelque chose à faire. Et non, ceux qui restent comme ça à parler, non, le nettoyage fait partie du keiko. Donc, pas à faire d'impair, eh ben, tu regardes. Et si tu ne comprends pas, tu peux poser des questions. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au Japon, donc il y a le Asakeko qui est à 6h30 et c'est vraiment super de se lever pour aller faire de l'aïkido. Au niveau du corps, au niveau de l'esprit, je pense que les conditions sont réunies. Tu n'as pas le stress de la journée dans la tête. Et ton corps va se réveiller doucement par le taïso, va se réveiller parce que, tout doucement sur les premières chutes, parce qu'on ne se fait pas chuter comme des tarés sur les 5 premières minutes. Et c'est bien, l'aïkido rentre dans ton corps, j'ai cette impression-là, quoi. Donc, si je suis en repos, je vais faire un keiko le matin et un keiko l'après-midi ou le soir. Au Japon, c'est la culture du groupe. Et c'est un groupe qui est très large. Dans un dojo, à mon sens, c'est un monde en miniature. T'as des balaises,
t'as les faibles, t'as des gens qui sont qui sont bruyants, qui font toujours du bruit, qui sont farfelus. T'as des gens qui sont un petit peu plus simples, des fois même un peu plus simples d'esprit. T'as des gens qui sont handicapés. Et de fait de ce mini-monde et de fait de la culture du groupe, et ben, tout le monde a sa place. Il y a plusieurs groupes dans le Hombu Dojo, et paradoxalement, tu peux faire partie de plusieurs groupes par rapport au keiko auquel tu assistes, par rapport aux gens avec qui tu as des affinités, et tu as toujours ta place. Si tu rentres dans le groupe en copiant les gens, ça te permet de te rapprocher d'eux. J'ai toujours pensé qu'au Hombu Dojo, il y a un tel panel de gens qui frisent l'excellence, et je parle là pour les sensei qui participent au cours, que c'est une opportunité à saisir que de pratiquer avec eux. Donc j'ai toujours essayé de pratiquer avec le maximum de sensei, mais pas que, parce que si tu réduis ton entraînement à ça, tu te mets une difficulté dans ton rôle de hockey, mais une facilité dans ton rôle de tori, puisque eux, ils sont toujours disponibles pour le ukemi. Donc après, il faut quand même aller voir les autres pratiquants, quoi. Je pense qu'au début, on est perdu. Hein. Je pense qu'au début, déjà la première année, elle est dure du fait de la langue japonaise, du fait d'être relativement solitaire. Il faut rencontrer des gens, se faire des amitiés. Et ensuite, si tu fais que il y a beaucoup de gens qui viennent et qui font que le Asakeko, le do. Alors là, ça met une continuité simple, on est dans les kirons, d'accord. Mais si tu navigues un petit peu sur tout le schedule du Hombu Dojo, là tu vois des styles bien différents. Quand tu fais Yasuno Sensei, que le lendemain tu fais Miyamoto Sensei, c'est pas du tout pareil le Ikkyo. C'est pas du tout pareil. Et là, t'es perdu, tu sais plus ce qu'il faut faire. Et puis, passer la première année qui est difficile, au bout de 2-3 ans, peut-être un peu plus, moi c'est laborieux, ça m'a peut-être fallu 5 ans, c'est pas impossible. Tu vois un Shironage de personnes qui ont vraiment des formes différentes. Et tu fais, mais attends, mais là il fait celui de... c'est pas le sien, il a changé, il fait celui de notre sensei. Et là tu fais, d'accord. Donc là c'est le fond qui est le même, quoi. Le fond est... Tu finis par voir le fond. Les premiers qui m'inspirent, ce sont les sensei et les deshi. Oh, ils ont des ukemi qui me font rêver. Oh, je rêve de voir les ukemi. Quand ce matin encore, j'ai vu Kanazawa sensei juste faire une chute arrière, une chute avant, une chute arrière, une chute avant. Et il a une souplesse, mais le mouvement, il est juste parfait. Il n'y a pas de... Tu vois son corps qui... Je sais même pas, il épouse le tatami, je dirais. Après, il y a 2 personnes, et là, c'est les femmes qui ne sont pas assez représentées, je pense, en Aïkido. Il y a Okamoto Sensei, qui est balèze. Elle est formidable. Ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Et puis tu as Kumazawa Sensei, qui a ouvert son dojo il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans. Elle a un investissement en Aïkido qui est magnifique. J'ai un grand respect pour ce qu'elle fait. J'ai eu la chance de pratiquer pendant quelques temps avec elle de façon très très régulière. Et elle ne le sait pas, mais j'ai beaucoup appris à son contact. Et c'est grâce à elle principalement que je suis rentrée dans les détails en Aikido. Ça, pour mon 4e dan, je lui dois beaucoup. Kuribayashi Sensei, lui, ce que je trouve extraordinaire, c'est sa compréhension du corps humain, sa façon de travailler sur le corps de son partenaire avec son propre corps. C'est juste incroyable. Ça, c'est incroyable. Il fait ce qu'il veut, il te balade, t'es une marionnette dans ses mains. Sugawara Sensei, il a un timing de taré. Juste taré. Miyamoto Sensei, il te prend le centre et t'es obligé de coller à ce qu'il fait.
Et puis après, il t'envoie balader, mais pas en puissance, parce que tu as tout donné avant, et c'est ça qu'il veut. Il veut que tu donnes tout avant. Donc après, la chute, c'est pas la finalité. Kanazawa Sensei, c'est bon, c'est carré d'équerre, c'est rigoureux, c'est puissant aussi. Ouais, ils ont tous quelque chose, hein. Ils ont tous quelque chose. Ouais.